Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale République démocratique du Congo, notre dossier du jour sera consacré au bilan du président Joseph Kabila. Au sommaire également, le président Alassane Ouattara en campagne pour la Côte d'Ivoire à New York. Ce dernier va présenter la candidature de son pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ce 22 septembre. Et puis au Gabon, les procédures judiciaires post-électorales se poursuivent à Libreville. Sur les 800 arrestations enregistrées, plus de 300 personnes auraient été remises en liberté. Avec nous sur ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Malik Acher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Les décideurs de la planète sont actuellement réunis à New York pour la 71e Assemblée générale de l'ONU. La Côte d'Ivoire est au rendez-vous. Son président Alassane Ouattara va d'ailleurs officiellement présenter le 22 septembre la candidature de son pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'institution internationale pour la période 2018-2019. Deo, gracias podo. La 71e Assemblée générale des Nations Unies portant essentiellement sur la crise des migrants et des réfugiés dans le monde s'est ouverte lundi 19 septembre 2016 à New York aux États-Unis. L'occasion pour les différentes délégations d'aborder plusieurs thématiques pour l'avenir de la planète. La Côte d'Ivoire, elle, se prépare surtout pour son grand retour au Conseil de sécurité des Nations Unies. 25 ans après avoir siégé au sein de l'instance internationale, Abidjan compte faire valoir son retour à la stabilité politique et les performances de son économie, la plus prospère en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est candidate pour être membre non permanent du Conseil de sécurité en 2018-2019. Notre présence au Conseil de sécurité date de 1991, donc il y a 25 ans. Il est donc temps que nous soyons de retour au Conseil de sécurité. Donc l'objet principal de ma présence ici, c'est de parler aux différents pays, aux chefs d'État, et dire que la Côte d'Ivoire est maintenant en pleine expansion. Pour atteindre son objectif, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les autorités ivoiriennes sont optimistes au vu des résultats économiques du pays qui sont toujours encourageants. Récemment, le président américain Barack Obama a procédé à la signature d'un décret mettant fin à 10 années de sanctions économiques contre la Côte d'Ivoire. Une opportunité de se relancer sur le marché international et multiplier les initiatives économiques. US Africa Business Forum, qui a lieu habituellement à Washington, a été délocalisé à New York et justement les échanges auront lieu dans ce cadre-là et la Côte d'Ivoire est donc au nombre des 3 pays sélectionnés pour une présentation spéciale devant l'ensemble des investisseurs des États-Unis et du monde. L'élément particulier du contexte se trouve aussi être la levée des sanctions des États-Unis vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Tout cela récompense les efforts faits par le gouvernement et par le président de la République en particulier. La prochaine élection au Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue courant 2017. La Côte d'Ivoire et le Kenya sont les 2 pays africains désignés par l'Union africaine pour représenter le continent au sein du Conseil pour 2 années, soit entre 2017 et 2019. Chaque année, l'Assemblée générale des Nations Unies élit 5 membres non permanents sur les 10 que compte le Conseil de sécurité. Dans la répartition, 5 postes reviennent aux États d'Afrique et d'Asie, 1 pour les États d'Europe orientale, 2 pour les États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 2 membres élus parmi les États d'Europe occidentale et autres États. Malik, la Côte d'Ivoire a-t-elle des chances d'obtenir ce siège non permanent? Je pense vraiment, parce que c'est un pays qui a retrouvé sa stabilité politique. C'est un pays qui peut justement porter la voix de l'Afrique du fait de sa stabilité politique. C'est un pays qui émerge sur le plan économique et donc ce pays a tous les atouts pour justement être membre non permanent au Conseil de sécurité. Et je pense que même ce pays a une véritable crédibilité maintenant dans le sens où il a réussi à, je dirais, résoudre une crise post-électorale qui a été très dure comme on le sait. Et c'est très important, je pense, pour la Côte d'Ivoire de faire un retour après 25 ans. Ça serait une fierté pour l'Afrique, mais pour la Côte d'Ivoire surtout. Juste une chose, peut-être que ça viendra dans votre question après, le Conseil de sécurité, il faudrait le réformer parce qu'aujourd'hui, l'Afrique
mérite beaucoup plus que 5 sièges, enfin que 2 sièges au Conseil de sécurité. C'est au regard de sa démographie, au regard de sa croissance économique, au regard justement de la répartition de la population aujourd'hui de la planète, l'ancienne SDN est bien, je dirais, obsolète. Daouda, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que les choses changent lors de cette 71e Assemblée générale? Ça dépend dans quel sens les choses changent. Ça va pas. Si vous parlez de la réforme dont parlait Malik tout à l'heure, je ne crois pas que ça va changer de sitôt. Je pense que ça concerne surtout le fait qu'il y ait quelques pays qui ont le droit de veto. Et du coup, quand le Conseil de sécurité délibère, s'il y a parmi ces 5 pays, s'il y en a un qui dit je ne suis pas d'accord, la résolution, elle n'est pas adoptée. Et c'est bien ça le problème. Donc ces pays qui sont puissants font en sorte que leurs intérêts soient totalement préservés quand il s'agit de prendre des décisions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, l'Afrique a des représentants, c'est-à-dire des sièges non permanents. Par exemple, le Sénégal est aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité. Sans doute, la Côte d'Ivoire prendra le relais. Et je pense que ça permet quand même aux États qui sont membres non permanents d'assister à des réunions du Conseil de sécurité, même si leur voix ne pèse pas forcément, puisque, comme leur statut l'indique, c'est des membres non permanents. Ça n'empêche quand même qu'en matière de diplomatie, ces pays africains qui sont représentés au niveau du Conseil pourront jouer sur les relations qu'ils vont développer au sein même de ce Conseil avec les pays qui ont le droit de veto, par exemple, sur la résolution de crises en Afrique. Par exemple, je sais très bien que si une décision doit être prise pour ce qui concerne les pays africains qui sont en conflit, ou une résolution des Nations Unies, par exemple, le Sénégal qui y siège là pourrait donner son avis et éventuellement influencer. Demain, ce sera la Côte d'Ivoire. Plus tard, ce sera d'autres pays. Je pense que l'intérêt, il est vraiment là. Mais en matière de réforme du Conseil de sécurité, beaucoup de voix se sont élevées parce que l'organe même qui est les Nations Unies, qui est censé être le plus démocratique possible, puisque prônant la démocratie partout dans le monde, en son sein même, ne fonctionne pas avec une véritable démocratie. Voilà, c'est ça le problème. Merci Daouda. Au Gabon, le flou persistait autour des arrestations post-électorales. Le procureur de la République a donc fait un point complet sur la question ce lundi 19 septembre. Sur les 800 personnes interpellées, 407 ont été relâchées et 393 autres déférés. C'est un reportage de notre correspondant à Libreville, Douglas Totouma. Le procureur de la République gabonaise a rencontré la presse ce lundi 19 septembre 2016 à Libreville. Objectif, faire la lumière sur les arrestations enregistrées à la suite des incidents post-électoraux du 31 août 2016 au Gabon. Sur la totalité des interpellations intervenues, soit près de 800, 407 personnes ont été relâchées au terme de leurs auditions sous le régime de la garde à vue. 393 personnes ont été déférées au parquet de Libreville. Sur ces 393 déférés, 31 personnes ont été incarcérées et sont traduites devant le tribunal correctionnel de flagrant délit pour répondre des faits de violence, attroupement armé ou non armé ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique, pillage et destruction de biens publics et privés. Les procédures judiciaires post-électorales se poursuivent à Libreville. 39 personnes sont encore en détention préventive selon le procureur qui dénombre parmi les personnes interpellées de nombreuses libérations. 323 personnes ont été remises en liberté après un rappel à la loi en audience publique. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte contre un ressortissant étranger et tous autres nationaux ou étrangers que l'instruction en cours permettra d'identifier pour les faits d'association de malfaiteurs, crimes contre la paix publique, diffusion ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères ayant troublé l'ordre public. Pour rappel, certaines familles étaient sans nouvelles de leurs proches, mais cette sortie médiatique du procureur de la République a permis d'apaiser les uns et les autres. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août 2016 donnent Ali Bongo Ondimba vainqueur devant son principal challenger Jean Ping. Les résultats définitifs sont attendus le 23 septembre à Libreville.
Malik, quel regard portez-vous sur la situation au Gabon? Bon, la situation s'apaise peu à peu, c'est bénéfique pour la population qui n'a pas besoin de violence encore. Là, il y a un processus qui est en cours, on est en train de voir finalement les deux adversaires durant cette élection essayer de parvenir à une résolution, je l'espère. Ali Bongo qui a proposé via l'un de ses avocats, comme le dit la loi d'ailleurs, de recompter les voix, mais sur le principe en regardant les procès-verbaux. On respecte juste la loi. De ce côté-là, du côté de Jamping, c'est la négation totale de ce côté-là. On ne veut pas justement recompter les voix par rapport à ce procédé-là qui est inscrit dans la loi. Bon, maintenant, il faut que les mots d'apaisement se succèdent pour permettre au Gabon de repartir. Évidemment, c'était une élection à couteau tiré. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir l'Union européenne, certains pays encore dits développés sur le plan industriel, sur le plan économique, donner des leçons. Donc je pense que l'Afrique n'en a pas besoin. Daouda, quel est votre point de vue sur la question? Bon, sur la question, je crois que c'est bien d'abord qu'après les événements qu'on a regrettés, c'est bien que les deux partis qui s'opposaient, Jamping et Ali Bongo, que Jamping ait saisi la Cour constitutionnelle d'ailleurs. Parce que moi, ce que j'ai toujours soutenu, c'est que quand une solution doit se faire dans la légalité, bien entendu. Parce que bon, la solution, si ça ne se fait pas dans la légalité, c'est la violence. Il n'y a pas d'autre alternative. Et étant donné qu'il n'y a pas d'autre alternative, il fallait bien laisser à la Cour constitutionnelle le soin d'examiner les requêtes des différents acteurs. Et je pense que le candidat Jamping a été sage à ce niveau-là. Et il faut le reconnaître et j'espère qu'il va poursuivre dans cette lancée parce que c'est la seule voie. L'autre voie, ce serait la violence et c'est pas acceptable. Et donc maintenant, il y a sans doute eu des irrégularités. Dans toute élection, il y a des irrégularités. Je parlais du Sénégal tout à l'heure, le pays que je connais le mieux sans doute. Et même là, quand on organise des élections, malgré qu'il est cité comme un exemple de démocratie, il y a quelque part des irrégularités, des institutions qui sont saisies. Mais au final, les choses rentrent dans l'ordre. L'important, c'est que le droit soit dit. L'important, c'est que les acteurs aient confiance aux institutions électorales qui sont là. Le ministère de l'Intérieur est chargé d'organiser les élections. Je pense qu'au niveau de l'organisation des élections, il n'y a pas énormément de choses à redire parce que bon, les choses se sont quand même bien déroulées. C'est au niveau de la proclamation des résultats qui relève de la CENAP. Bon, après, ceux qui ne sont pas contents ont saisi la Cour constitutionnelle. La partie adverse apporte des réponses également. Laissons la Cour délibérer, on verra bien ce qu'il en sera. Mais l'important, c'est de ne pas tomber dans la violence et de rester dans la légalité. Alors justement, la Cour constitutionnelle a la charge de trancher. Elle rendra son verdict ce 23 septembre. Malik, certains juges de cette Cour ont des liens de parenté avec les deux candidats. Est-ce que cela remet en cause la crédibilité de l'institution? Pour certains, oui. À juste titre, il faudra en juger. Maintenant, quand ces personnes-là sont à la tête d'un tel organe, ils jurent être impartials. Donc on n'est pas à leur place et on n'est pas dans leur pensée pour savoir justement s'ils sont honnêtes dans leurs actions. Il faut, je pense, établir un lien de confiance, mais peut-être il faudrait réformer cet organe pour les élections futures pour ne pas justement servir d'argument aux détracteurs qui justement ne font pas confiance à la Cour constitutionnelle. Si M. Ping a fait ce recours-là à la Cour constitutionnelle, c'est qu'il a confiance en cet organe et le président, bien évidemment. Alors l'envoi d'observateurs de l'Union africaine avait été évoqué, l'envoi d'observateurs auprès de la Cour constitutionnelle, mais pourtant l'opération est toujours en suspens. Daouda, qu'est-ce qui bloque? Comment l'expliquer? Bon, les observateurs, ils observent un certain nombre de choses et je pense qu'au soir même de l'élection, la plupart des observateurs étaient plutôt satisfaits du déroulement du scrutin et c'est ce que je disais, ça concerne le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Là, ça s'est relativement bien déroulé. Au niveau de la proclamation des résultats, je pense que les observateurs ne sont pas au-dessus de
des organes électoraux du pays. Et puis, on observe une élection en fonction de la loi électorale, en fonction des institutions du pays, en fonction de la loi du pays. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc finalement, le rapport des observateurs vaut ce qu'il vaut, mais ça n'a pas force juridique. Merci Daouda. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.